L'individu est handicapé de se retrouver face à une conspiration si monstrueuse qu'il ne peut croire qu'elle existe. Edgar Hoover, patron du FBI. Vous êtes député UDI de la 8e circonscription des Français de l'étranger. Vous avez le double passeport franco-israélien. Alors, comme une soixantaine de députés à l'Assemblée nationale. Comme une soixantaine de députés à l'Assemblée nationale. Comme une soixantaine de députés à l'Assemblée nationale. Donc il se passe aujourd'hui ce qui s'est souvent passé sous l'Ancien Régime. Des grands féodaux, on peut les appeler comme ça, nous ont volé notre souveraineté. Il faut la rétablir. C'est à nous de le faire. À nous. Ces grands féodaux, vous les connaissez, les grands partis, les grands syndicats, les camarilla diverses, etc. Il faut faire cela rapidement, sans effusion, parce que la situation est tellement tendue qu'il faut faire très attention. Juste dans ma province reculée de Périgord, il y a des gens qui sont très remontés. On y vend de plus en plus d'armes. Même des gens qui ne chassent jamais. Donc il faut surtout faire très attention à ne pas provoquer l'étincelle. Je crois que c'est Richelieu qui disait les grands embrasements résultent toujours d'une petite étincelle. Il faut faire très attention à cela. Mais il faut rétablir la souveraineté du peuple. Elle nous a été volée. Et pour revenir au lobbying, en fait, ce que j'ai vécu à Bruxelles, il paraît que c'est normal. Et donc il y a 3000 policy managers et 30 000 lobbyistes. Alors, tous les quarts d'heure, ils frappaient à ma porte et ils venaient au nom de l'industrie chimique, etc., du gaz, de toutes les grandes branches. À chaque fois que vous tapez sur votre bouton pour voter, en fait, il y a un lobby derrière. Donc, l'Europe est un être des abysses. Ce qu'elle craint, c'est la lumière. C'est une zone grise, on ne sait pas qui achète qui. Ce qui est certain, ce que j'ai vu, moi, de mes yeux vus, c'est qu'en fait, les commissaires sont des futurs lobbyistes et les lobbyistes sont des futurs commissaires. Donc, il y a un mélange des genres qui porte à la prise illégale d'intérêt. Et ce à quoi vous avez fait allusion il y a un instant, j'y reviens, c'est une réunion qui a eu lieu le 17 mars 2007, à laquelle j'ai été mêlé par le plus grand des hasards, parce que j'avais des jours en retard, il fallait que je vienne pointer. Donc avec ma carte, je suis rentré, et là, il y avait des nœuds papes partout. Les nœuds papes, l'hyperclasse, en fait. Ah bah, c'était top, la super classe invisible. Et je reconnais Kissinger. Il y avait Brzezinski, il y avait des grands patrons, Anne Lauvergeon, il y avait avec des petites tables très bien achalandées. Et ils parlaient entre eux, puis il y a eu les discours, et je suis resté jusqu'au bout. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'était la trilatérale branche Europe. Ils étaient 400. Et ils disaient qu'il faut détruire les nations. Ils disaient qu'il faut détruire l'homogénéité des nations. Très intéressant. Pour pouvoir augmenter les marchés. Avoir le marché planétaire de masse. Et c'est eux qui ont inventé le mot gouvernance mondiale. Ils parlaient du réchauffement climatique. Ils disaient que dans les écoles, au lieu de dire aux enfants « sauvez votre pays, sauvez votre région, sauvez l'arbre qui est en face de chez vous », non, sauvez la planète, c'est là. Et ils parlaient de la nécessité de réunir dans le même combat les deux libéralismes, le libéralisme économique, en faisant sauter les frontières, et le libéralisme sociétal. Ils ont le droit de discuter entre eux, ce sont des chefs d'entreprise, vous discutez aussi avec des chefs d'entreprise, ils l'ont fait au Parlement européen, pas forcément un complot. Absolument, c'est pas forcément un complot, ils n'ont pas besoin de comploter, ils ont le pouvoir. Ce que m'a dit un jour François Fillon, je lui ai dit mais pourquoi tu vas au groupe Bilderberg? Parce qu'il est rentré, il a été agréé par le groupe Bilderberg, de même que son ami Alain Juppé l'année d'après. C'est quoi? Dans l'évangile on dit faut pas mettre la lumière sous le boisseau. Ça vaut pour la franc-maçonnerie aussi. Pourquoi ils se cachent ces gens-là? Pourquoi ils se cachent? Il vous a répondu quoi? Et il m'a répondu, incroyable la réponse, il m'a dit que veux-tu, c'est eux qui nous gouvernent. Voilà. Donc en fait, le groupe Bilderberg, la trilatérale, ça existe. Alors, la différence entre moi et beaucoup d'autres, c'est beaucoup de gens disent « Ah, c'est le complot, la conspiration mondiale ». Non, mais non, ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir. Et là, ils parlaient de quoi? Donc, c'est pas une conversation, là.
il disait, voilà les objectifs. Et parmi les objectifs, ce jour-là, en 2007, il y avait le fameux traité transatlantique. Et ce traité transatlantique qui se prépare, c'est un traité qui va installer un tribunal arbitral privé permettant aux entreprises multinationales, nationales, de traîner les États, de faire condamner les puissances publiques. C'est un traité dans lequel, par exemple, les appellations contrôlées, les appellations protégées disparaîtront. Et on nous imposera le poulet, le javel, etc. Donc en fait, c'est un traité qui va faire découvrir ce qu'est le fameux rêve européen. Le rêve européen n'était pas de construire une nation nouvelle à la place des nations défuntes à Maastricht. Le rêve européen, c'était de livrer un espace sans nation, sans gouvernement, sans démocratie, sans limite territoriale, de le livrer au marché planétaire de masse sous clé américaine. Et quand on disait ça, nous les conscrits de Maastricht, des gens comme Séguin, Pasqua, Chevènement et Le Pen, on nous disait vous êtes des menteurs, vous exagérez. En fait, on était en dessous de la réalité. Pourtant, les esclaves modernes se pensent toujours citoyens. Ils croient voter et décider librement qui doit conduire leurs affaires, comme s'ils avaient encore le choix. Ils n'en ont conservé que l'illusion. Croyez-vous encore qu'il existe une différence fondamentale quant au choix de société dans laquelle nous voulons vivre entre le PS et l'UMP en France, entre les démocrates et les républicains aux États-Unis, entre les travaillistes et les conservateurs au Royaume-Uni? Il n'existe pas d'opposition car les partis politiques dominants sont d'accord sur l'essentiel, qui est la conservation de la présente société marchande. Il n'existe pas de parti politique susceptible d'accéder au pouvoir qui remettent en cause le dogme du marché. Et ce sont ces partis qui, avec la complicité médiatique, monopolisent l'apparence. Ils se chamaillent sur des points de détail pourvu que tout reste en place. Ils se disputent pour savoir qui occupera les places que leur offre le parlementarisme marchand. Ces pauvres chamailleries sont relayées par tous les médias dans le but d'occulter un véritable débat sur le choix de société dans laquelle nous souhaitons vivre. L'apparence et la futilité dominent sur la profondeur de l'affrontement des idées. Tout cela ne ressemble en rien, de près ou de loin, à une démocratie. La démocratie réelle se définit d'abord et avant tout par la participation massive des citoyens à la gestion des affaires de la cité. Elle est directe et participative. Elle trouve son expression la plus authentique dans l'assemblée populaire et le dialogue permanent sur l'organisation de la vie en commun. La forme représentative et parlementaire, qui usurpe le nom de démocratie, limite le pouvoir des citoyens au simple droit de vote, c'est-à-dire au néant, tant il est vrai que le choix entre gris clair et gris foncé n'est pas un choix véritable. Les sièges parlementaires sont occupés dans leur immense majorité par la classe économiquement dominante, qu'elle soit de droite ou de la prétendue gauche social-démocrate. Et il faut que nous revoyions radicalement notre souveraineté nationale, le fonctionnement de notre démocratie, radicalement. 50% de Français qui ne votent pas. C'est énorme. Des bagarres de chiffonniers, des insultes comme on ne devrait pas en entendre. Nous ne sommes pas en démocratie. Nous sommes dans une bagarre de partis politiques et dans une dégénérescence aujourd'hui du système des partis dont je me demande vraiment où ça va nous conduire. Il faut rebâtir, la démocratie et il faut recentrer la politique, refonder la politique comme service de l'homme. C'est à partir de là que nous pourrons
construire une véritable démocratie. Parce que le but, au bout du compte, qu'est-ce que c'est? C'est de servir les Français. C'est de répondre aux besoins véritables du Français réel, et non pas d'un Français hypothétique sorti de la cervelle fumeuse de tel ou tel. Donc c'est cela, la politique. Donc il faut tout reconstruire autour du service des Français, du besoin des Français. Et en faisant en sorte que les décisions se prennent au plus près possible des Français réels, parce que c'est vraiment cela qui compte. Je crois que depuis que je vote, je constate que peu à peu les partis s'arrogent le droit de désigner eux-mêmes le président de la République. Et finalement, les électeurs ne font que valider le choix des partis. Et là, nous sommes dans une confirmation, un verrouillage peut-être pas radical encore, mais un verrouillage du système des partis politiques. Les Français, quel choix auront-ils finalement? Il y aura quelques candidats désignés pour leur faire croire qu'ils ont le choix, ces candidats étant validés aussi par les médias, peut-être on peut imaginer aussi par quelques grandes puissances financières, quelques idéologies, etc. Et le choix des Français n'existe plus, réellement. Et je crois que c'est une dérive grave à laquelle nous assistons, c'est une goutte supplémentaire, bon, un pas supplémentaire, mais c'est une dérive grave. Et je pense qu'il faut vraiment revoir radicalement la désignation du président de la République. Non seulement la désignation des candidats, qui doit partir du peuple, il faut enlever la désignation des candidats aux partis politiques. On peut très bien garder le parrainage par 500 élus locaux, c'est très bien gardé, mais il faut aussi, par exemple, y adjoindre la nécessité de recueillir, je vais dire un chiffre comme ça, 100 000 signatures de citoyens, ou ça peut être 10 000, il faut se mettre d'accord sur ce chiffre, mais c'est le principe qui compte. Il y a ça. Pourquoi? Il est très très important, peut-être particulièrement en France, que le président de la République ne dépende que de la nation. Et parce que sa principale mission, c'est pour lui de sans cesse tisser de l'unité et de l'amitié entre les Français. Encore une fois, j'ai le recul suffisant pour me souvenir encore très précisément de François Mitterrand appelant le peuple de gauche contre le peuple de droite. C'est scandaleux, c'est ignoble, et ce n'est pas le seul à avoir fait cela. Les autres l'ont fait à leur façon, sous d'autres formes. Mais ça, c'est scandaleux, c'est vraiment diviser la France. Or, je le répète, la principale mission du président de la République, c'est de tisser de l'unité et de l'amitié. Et ensuite, il doit conduire la France en regardant le long terme. Là aussi, un défaut général, nous avons tous besoin de formaliser en une phrase notre idée générale, notre grande orientation. Bien. Et je l'ai fait dans ce livre, Rebâtir la France. Je crois qu'il faut que nous refondions la politique comme service de l'homme, de la famille et de la nation. Parce que c'est sa seule vocation. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, vous comme moi, nous sommes des électeurs, des producteurs, des consommateurs, des jouisseurs, avant d'être ou de devenir des vieux congénères ou juste de bons pour l'euthanasie. Voilà, c'est comme ça que moi je me sens perçu par notre classe politique en général. Je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Vous n'avez pas le droit d'accepter. Nous n'avons pas le droit d'accepter. Nous sommes les héritiers d'une civilisation qui est fondée sur l'affirmation que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et qu'il est appelé à devenir comme Dieu. Donc l'univers entier nous doit le respect. L'univers entier nous doit le respect. Nous devons l'exiger. Nous devons l'exiger. Et donc, rebâtir la politique comme service de l'homme, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un vain mot, c'est le retour exact à notre civilisation, au plus fondamental, si je peux dire, de nos fondamentaux. Mais ce n'est pas uniquement la politique, c'est l'économie, c'est remettre la technologie, remettre tout au service de l'homme. Et cette orientation, si vous voulez, si elle est approfondie, et si elle sert de guide à toutes les réformes que notre pays dont notre pays a besoin, elle est extrêmement porteuse. Ça, c'est l'idée générale. Refonder la politique et tout le reste. Comme service de l'homme. Parce que
C'est nous qui sommes importants. Vous, madame, vous, monsieur, moi. C'est pas l'État lui-même. C'est pas l'entreprise. C'est nous. Bien. Avant de parler de mesures, c'est très technique, les mesures. C'est très important. Encore faut-il qu'il y ait quelqu'un pour prendre les mesures. C'est-à-dire qu'il faut un chef. Mais un chef au sens le traditionnel français du terme. Pas quelqu'un qui se serve, mais quelqu'un qui serve. C'est très différent. Extrêmement différent. Et ce n'est pas si fréquent que ça dans l'histoire. Même sous l'Ancien Régime. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire de France que ça va mal. Et ici à Orléans, dans les années 1400 et des poussières, vous savez bien ce qui s'est passé. La France n'allait pas bien. Ce n'est pas la première fois que la France va mal, et à chaque fois, il y a des hommes et des femmes qui se sont dressés pour dire non, la France ne mourra pas. Ou elle mourra après moi. On me passera sur le corps pour cela. Eh bien aujourd'hui, en 2015, c'est à vous et à nous, à vous et à moi, à tous ensemble, les Françaises et les Français de 2015, de dire eh bien non, la France ne mourra pas. Il faudra qu'on en paye le prix, il sera peut-être très lourd, mais c'est à nous de le faire. Personne d'autre ne le fera à notre place. Là est le vrai combat politique d'aujourd'hui et de demain, et il sera rude. Choisir son camp dans ce combat est tout sauf anodin, car il s'agit véritablement d'un combat pour l'homme et pour sa dignité, et ne pas le mener avec acharnement et déchoir. Et ce combat nous incombe à nous, hommes et femmes de ce début du XXIe siècle. Dans 20 ans, il sera peut-être trop tard. L'engrenage qui nous a conduits à cette situation dramatique. La Constitution de la Ve République veut, dans son esprit, que le chef de l'État ne réponde que devant la nation, qui est souveraine, supposée être indépendant des partis. Sa seule vocation est de servir le bien commun national. Or, depuis 40 ans, aucun de nos chefs d'État n'a été indépendant des partis. Tous, à des degrés divers, certes, sont restés sous l'influence de leur parti d'origine auquel ils devaient leur élection. Tous ont mené une politique partisane, parfois purement idéologique, et non une politique vraiment nationale, y compris souvent dans les affaires étrangères. Là se trouve la raison essentielle de la situation désastreuse de la France aujourd'hui. Dépendant des partis, les présidents successifs ont laissé s'installer le régime désastreux des partis. Ce régime a toujours été, pour la France, le pire des maux, car aucun parti n'a jamais eu d'autre but véritable que de conquérir et conserver le pouvoir. C'est dans la nature du parti à la française que de se servir de la France et des Français, et non de les servir. Changer d'attitude. Oui, ça va mal, et ça peut aller encore pire, et bien pire. Donc on va se dresser. Et il faut aller vers les autres, aux périphéries de notre pape, vers tous les autres, en porteurs d'espoir. Problème. Il faut cesser de regarder en arrière. Nous sommes collectivement responsables du passé. Collectivement. Oui. Pas uniquement les généraux terminés chez l'état-major, etc. Pas uniquement cela. Vous aussi comme électeurs. Moi aussi. Nous sommes collectivement responsables. Par contre, sachant l'état de la France aujourd'hui, si nous ne faisons rien, nous sommes coupables. C'est autre chose. Coupables. Et pas uniquement devant les générations futures, devant Dieu le Père. C'est autre chose que la responsabilité. Il y a quelques jours, je lisais une phrase de Bernanos que j'ai trouvée superbe et tout à fait adaptée à notre situation. Je vous la cite de mémoire, donc ce ne sont pas les mots tout à fait précis. Il écrivait à peu près que ce n'est pas en s'appuyant sur les élites ou élites autoproclamées qu'on rebâtira la France, mais sur le peuple. Et c'est exactement ce que je pense. Françaises, Français de toute origine et confession, authentiquement patriotes, ayant la France dans le cœur, ce message s'adresse à vous. Si vous ne supportez plus les trahisons de nos élites politiques depuis des décennies, si vous êtes décidés à libérer la France de la haute trahison abjecte, en 2017, ne vous trompez plus. Engagez-vous dès à présent avec certitude auprès d'un authentique patriote français. Avec le général Didier Tauzin, vous êtes sûr d'adhérer à la France.
mais il y a des hommes plus